Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin et ancienne maire de Strasbourg. Bonjour madame. Bonjour. Avec moi pour vous interroger, des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité. Marine Lamoureux pour le quotidien La Croix. Bonjour. Louis Lefresne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Benjamin Rosier pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors, les sujets ne manquent pas. En ces temps de transition politique, nous souhaitons évoquer avec vous, bien entendu, les prochaines élections législatives, après ce changement à l'Élysée puis à Matignon, puisqu'à l'heure où nous enregistrons, nous connaissons le nom du Premier ministre, mais pas encore celui du gouvernement. Mais aussi le dossier de la crise européenne, avec la rencontre entre Angela Merkel et François Hollande qui a eu lieu mardi soir, et enfin quelques sujets divers dans cette actualité qui ne manque pas. Alors, quelques questions donc pour commenter ce paysage politique un peu renouvelé au début. Vous avez débuté votre parcours politique à l'UDF et vous avez une sensibilité plutôt centriste, si je peux la résumer ainsi. Ma première question est de vous demander, est-ce que durant cette campagne électorale menée par Nicolas Sarkozy et en prévision de celle qui semble se dessiner pour les législatives, est-ce que vous êtes toujours senti à l'aise? Autrement dit, par rapport aux thèmes qui ont été souvent évoqués, ceux liés à l'immigration, aux frontières, à l'assistanat. Est-ce que ces thèmes qui ont souvent été mis en avant par Nicolas Sarkozy et qui semblent devoir également être mis en avant par Jean-François Copé vous placent parfaitement à l'aise dans cette majorité qui est devenue aujourd'hui l'opposition? Je suis obligée de dire pas toujours. Alors sur quel point vous vous sentez moins à l'aise sur ces thèmes que je viens d'évoquer? Tout à fait. En 2002, quand je rejoins l'UMP, on est sur l'idée d'une CDU, c'est-à-dire un vaste mouvement politique de centre-droit qui fédère pour pouvoir être une majorité de gouvernement avec différentes sensibilités. Jacques Barrot, d'ailleurs, est à ce moment-là président du groupe à l'Assemblée nationale, du groupe des députés. Il y a eu un certain nombre de débats difficiles qui, en tous les cas, ont été très mal compris. Je pense par exemple au débat sur la laïcité, qui est apparu comme un débat clivant, séparant les différentes religions et notamment mettant en difficulté les musulmans. C'est dommage, au moment où le sujet c'est plutôt de mieux se connaître, mieux se comprendre, tendre la main. De la même manière sur le sujet des étrangers. Par exemple, aujourd'hui, le débat sur le droit de vote des étrangers est perçu comme un refus de l'accueil de celui qui est différent, qui vient d'ailleurs. Mais comment se fait-il que des voix plutôt, encore une fois, pour les résumer, plutôt émanant des sensibilités centristes ne se soient pas plus facilement exprimées? Et pourquoi ne les entendrions-nous pas plus facilement pour cette campagne des législatives? Alors, nous avons été autour de Pierre Méhaignerie rassemblés, on s'est exprimés, nous nous sommes exprimés. Peut-être que les voix modérées passent moins que des voix plus fortes et plus tranchées, comme la droite populaire qui s'est exprimée sur ses propres convictions. C'est vrai que moi je suis centriste d'origine, ma première adhésion c'était au Centre des démocrates sociaux, le CDS. Donc cette conviction elle n'a pas bougé pour moi et pour beaucoup d'autres amis engagés en politique. Mais ce discours d'ouverture, de respect de l'autre a été très masqué par des positions beaucoup plus caricaturales que l'opposition, l'actuelle majorité, ont bien sûr valorisé. Donc la politique, c'est parfois difficile. Je pense qu'il faut garder son cap, mais parfois on n'est pas entendu. Et c'est vrai qu'au moment, par exemple, de la circulaire de Grenoble, moi j'ai fait connaître ma différence, mais je n'étais pas très audible dans une médiatisation qui mettait en avant la position du ministre de l'Intérieur. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut garder ses convictions en politique, même si parfois c'est pas très, c'est moins connu. Selon vous, ce sont des raisons qui ont pu amener cette défaite de Nicolas Sarkozy, puisque lui a pensé diriger cette campagne justement par rapport à des thèmes qui lui pensaient être importants? Alors moi j'ai fait le choix d'entrer à l'UMP, donc j'ai décidé de contribuer. J'ai participé à l'élaboration du projet. J'ai tenté de défendre des idées autour, par exemple, du sujet de la rénovation urbaine. Je pense que les quartiers populaires sont des lieux aujourd'hui de relégation. Quand vous dites tenter, c'est que vous n'avez pas réussi à... Pas autant que je l'aurais souhaité. Et puis à un moment donné, ça c'était au temps du travail de fond, pendant l'année plutôt dernière, en 2011. Puis il y a eu à un moment donné des choix un peu stratégiques, de positionnement strictement politique, un peu comme une guerre face au candidat François Hollande. Et le président a choisi une stratégie plus droitière. Pour ma part, je l'ai regretté. Marine Lamoureux pour La Croix. Une nouvelle page va s'ouvrir pour l'UMP. Est-ce qu'il faut du coup,
Copé en a déjà parlé, ménager des vrais mouvements au sein de cette grande union. Et quelle place jouerait à ce moment-là le centre? Quelle serait la place du centre, de la tendance centriste de l'UMP? Alors pour l'UMP, il y a un peu deux temps. Il y a le deuxième combat qui sont les législatives, et puis il y a le temps du débat et de la consolidation du mouvement, de sa rénovation probablement aussi. Comme vous l'évoquez, Jean-François Copé a déjà annoncé avec Jean-Pierre Raffarin qu'il accepterait enfin de créer clairement des courants d'idées qui permettent de débattre librement. On n'est pas forcé d'avoir tous les mêmes positions. L'important, c'est d'ouvrir le débat et d'accepter que les centristes et les humanistes ont un regard, par exemple, sur les questions d'équité sociale qui est plus ambitieux que la droite populaire ou la droite sociale. Donc je crois que c'est important de faire vivre ces réflexions et de respecter les sensibilités. En tout cas, c'est ce que je défends au sein de l'UMP. Et ça a l'air d'être accepté par le président Jean-François Copé. Benjamin Rosier pour RCF. Et donc pour vous, après les législatives, on est plus sur quelque chose, sur une rénovation de l'UMP et moins sur la création d'un nouveau pôle de centre-droit type UDF à l'époque. L'UMP a perdu les présidentielles. Je pense qu'il faut prendre acte de ce choix des Français. Nous verrons le résultat pour les législatives. Évidemment, je pense qu'il faut se battre pour que le Parti socialiste, les Verts et le Front de gauche n'aient pas tous les pouvoirs, puisqu'on est en train d'entrer dans une France où grandes villes, régions, départements, présidence de la République sont déjà contrôlés par le Parti socialiste. Un peu d'équilibre, de démocratie vivante, pourrait être utile, je pense, dans une situation où la France a besoin aussi de construire des choix à partir de débats. Donc on se bat pour les législatives, pour que l'opposition actuelle puisse avoir une belle place. Mais après, je pense qu'il ne faudra pas hésiter à refonder. Le temps a passé, de nouvelles générations sont là, de reconstruire un vrai projet pour les Français, pour répondre à leurs aspirations. Quand vous dites que pour que l'opposition, enfin la nouvelle opposition, ait une belle place, est-ce que ça veut dire que vous militeriez aussi, vous, pour qu'en fait, il y ait une sorte de troisième tour et qu'on puisse en quelque sorte dire qu'après les 2 tours de l'élection présidentielle, l'opposition pourrait détenir la majorité et aboutir à une cohabitation? Ça vous paraît envisageable et souhaitable? Alors, cohabitation, ça n'est jamais arrivé après une élection présidentielle, mais une assemblée peut-être assez équilibrée qui permettent au débat de se tenir, et peut-être à la majorité socialiste de ne pas avoir le contrôle du Congrès, c'est-à-dire le regroupement du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui est seul décisionnaire en matière de changement de la Constitution. Donc garder une assemblée relativement équilibrée, permettant un débat, me semble un objectif raisonnable. La cohabitation est souvent évoquée par les socialistes comme un risque d'impuissance, quelque part de non-reconnaissance du résultat de la présidentielle. Je pense que l'objectif n'est pas la cohabitation, l'objectif c'est que chaque Français choisisse sur son territoire, dans sa circonscription, le député qui lui semble, ou la députée qui lui semble à même de porter l'intérêt général. Et cela, nous en avons besoin. Ce ne sont pas que des débats d'intérêt d'un parti ou d'un autre. C'est aujourd'hui une nouvelle voie qu'il faut construire pour la France dans des difficultés qu'on va peut-être évoquer maintenant. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, là, tendre la main aux musulmans. Des sondages ont montré que 93% d'entre eux ont voté pour François Hollande. En Seine-Saint-Denis, on a voté pour François Hollande au second tour, à hauteur quasiment de 80%. Comment interprétez-vous ces chiffres ? Et c'est une question un petit peu à double entrée. Comment, dans le cadre du statut concordataire que connaît l'Alsace, vous verriez... On allait venir en troisième partie. Voilà, oui, peut-être on y reviendra tout à l'heure. Vous le signalez. Alors peut-être déjà cette première question. Et puis la seconde question sera sur le statut concordataire. Comment verriez-vous une meilleure entente ou une meilleure place de l'islam dans le cadre d'un statut particulier qui est celui de l'Alsace? Alors peut-être la première question d'abord sur les chiffres très favorables à François Hollande et le fait qu'apparemment c'est un électorat perdu pour la droite. Je ne crois pas que ce soit un électorat perdu. C'est un électorat qui est libre, qui est très divers. Ce sont des millions de personnes qui sont
de culte musulman. C'est une réalité de la France aujourd'hui. Très souvent, donc puisqu'ils votent, ils sont français, leurs parents ou leurs grands-parents sont nés ailleurs. Il se trouve que j'ai fait un travail sur les adolescents dans les quartiers fragiles de France. Et ce qui est très frappant, c'est qu'au cours des 30 dernières années, les personnes de confession musulmane se sont en fait regroupées dans des territoires. Et si vous voulez, la République, la dynamique de la réussite scolaire, l'effet de la mixité sociale a très peu fonctionné, en tout cas de plus en plus mal fonctionné en France, il faut le reconnaître, rendant difficile cette intégration à laquelle nous aspirons tous. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que les Français se connaissent mieux dans le respect de la religion de chacun, mais être musulman ne définit pas quelqu'un. Une personne est avant tout, à son histoire personnelle, familiale, ses passions, son cursus scolaire, son choix professionnel, et la religion est un des éléments. Mais vous l'avez dit, ils se sont regroupés. Effectivement, c'est ce qu'on constate dans les statistiques, par un effet de relégation, puisque qui va habiter dans les quartiers fragiles de France? Les personnes qui n'ont plutôt pas le choix. Il se trouve que les personnes musulmanes sont plutôt dans des catégories socio-professionnelles faibles, à revenus faibles. Il y a un cumul, si vous voulez, dans l'analyse. Je pense qu'il y a, je forme le vœu, qu'il y ait un temps de dialogue et de compréhension mutuelle, et je pense que les grandes religions françaises ont une mission particulière. Alors peut-être qu'en Alsace, à cet égard, on a un vécu particulier parce qu'il y a le Concordat et parce qu'à Strasbourg, nous avons 4 religions très présentes. Bien sûr, la religion catholique historiquement, mais aussi les protestants, puisque Strasbourg était protestant pendant un siècle, la cathédrale était protestante, les juifs, pour des raisons historiques, et Strasbourg a été un lieu de refuge, et ils ont été protégés pendant la dernière guerre mondiale, dans le centre de la France, et puis les musulmans plus récemment. Donc peut-être qu'on a plus l'habitude qu'ailleurs de construire ce dialogue autour du livre, qui est commun à toutes les religions. Je pense qu'il y a tout un travail de respect, mais aussi d'exigence, de respect des règles républicaines entre les différentes religions et les institutions que représentent les élus et les responsables de la République. Bien clair. Nous reviendrons en troisième partie, notamment sur cet aspect de la loi de 1905 par rapport à la Constitution. Je voudrais vous poser une dernière question pour terminer ce chapitre politique, que vous êtes senti parfois proche, historiquement, dans votre parcours politique, de François Bayrou, mais vous partagez aussi un certain nombre d'idées de Jean-Louis Borloo. Absolument. Il y a encore un autre leader centriste qui s'appelle Hervé Morin. Aujourd'hui, de quel de ces 3 hommes vous vous sentez la plus proche? Jean-Louis Borloo, clairement. Au début, j'ai rejoint l'UDF, quand le CDS faisait partie de l'UDF, avec François Bayrou. J'ai vraiment regretté qu'il ne fasse pas de choix en 2007, ni droite ni gauche, et qu'ainsi, la vie politique française s'est organisée en 2 grandes factions, qu'on ne sache pas très bien où il se situe. Après un mandat de critique forte, il a fait un choix solitaire, ce coup-ci, en 2012, sans travailler avec les personnes qui l'avaient soutenu. Moi, je connais bien Jean Arthuis, par exemple, très surpris par son choix de soutenir François Hollande. Parce que pour je pense que cette absence de clarté est dommage. On ne peut pas vivre au centre, on est obligatoirement obligé de rallier le camp de droite ou le camp de gauche. Il faut faire partie d'une majorité, et il y a clairement des centristes qui s'affirment aussi partisans d'une responsabilité dans le domaine économique, d'une grande rigueur budgétaire, d'une responsabilité là aussi budgétaire, mais soucieux d'une équité fiscale. Nous étions, les centristes, à l'origine d'un amendement au projet de loi de finances il y a 2 ans pour créer une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, pour qu'il y ait un meilleur équilibre des contributions des Français à l'équilibre indispensable de nos finances publiques. Jean-Louis Borloo, moi j'ai formidablement travaillé avec lui sur la rénovation urbaine. C'est un homme qui a la capacité à fédérer. Et je pense que dans la société dans laquelle nous vivons, très fractionnée, où les gens sont prompts à se tourner le dos, à s'opposer, être en capacité de faire travailler ensemble, comme il l'a fait, le ministère du Logement, le ministère de la Santé, les villes, les opérateurs d'HLM, pour donner un nouvel espoir au quartier, ça a été remarquable. Et il a recommencé avec le Grenelle de l'environnement, où il a su mettre ensemble les entreprises, les agriculteurs,
les associations de l'environnement, les grandes administrations, les grandes collectivités et faire décider ensemble d'un plan d'action coordonné et partagé pour essayer d'aller enfin vers cette nouvelle économie plus respectueuse des ressources, plus respectueuse de l'environnement. Oui, donc Jean-Louis Borloo, mon préféré, Hervé Morin, peut-être un peu plus, le mot est dur, mais voilà, qui a géré ça plus en opportunité entre les 2 tours en 2007, ce qui lui a permis d'être ministre. Je suis moins sûre de ses convictions et de ses engagements sur le long terme. Et vous n'avez pas à faire un choix direct, puisque, je le rappelle, vous êtes sénatrice et donc vous n'êtes pas partie prenante dans la campagne des législatives. Je vous propose de marquer une première pause, car il s'agira au retour de parler un peu de l'Europe. À tout de suite. Notre invitée aujourd'hui est Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin. Elle est interrogée par Marine Lamoureux pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. Alors venons-en, le temps de quelques questions rapides, mais néanmoins venons-en vu l'actualité à l'Europe. Ma première question est toute simple. Jusqu'à quel point l'Europe peut manifester sa solidarité envers la Grèce, Fabienne Keller? Je crois que nous sommes arrivés à l'heure de vérité. À travers des dispositifs successifs, l'Union européenne s'est très fortement mobilisée pour sauver la Grèce. Et on a entendu que mardi soir, aussi bien François Hollande qu'Angela Merkel ont redit leur partage de vue sur cette notion de sauvetage de la Grèce. Voilà, l'idée d'une défaillance dont personne ne connaît très bien les conséquences globales, inquiète tout le monde, parce que ça fait penser à Lehman Brothers. En septembre 2008, là c'était un acteur privé, mais il y a eu un effet de chaîne de cette défaillance et donc de cette disparition de la valeur de certains actifs effrayante. Et puis l'Europe, si vous voulez, c'est avant tout un projet politique. Donc dès lors qu'on est ensemble, on est dans le même bateau et on avance. Et quand quelqu'un est en difficulté, on l'aide. On ne le laisse pas tomber dans l'eau sans le rattraper. La Grèce est un pays relativement petit en termes économiques. L'idée que l'Europe renoncerait à montrer sa capacité à épauler un pays en difficulté momentanée, même si ça semble assez structurel, c'est très inquiétant. Maintenant, la sortie de l'euro, c'est a priori une décision grecque. Ce n'est pas une décision européenne. Le choix de quitter l'euro, la décision, ou la énième décision pour la Grèce, c'est la question du sauvetage complémentaire, puisqu'on a déjà mis énormément au pot. La France a, alors suivant les évaluations, entre une douzaine et 25 milliards d'euros de prêts qui risque dans quelques jours de se transformer en dette, en perte sèche. C'est ce que nous avons mis au pot du Fonds européen qui a été constitué pour sauver la Grèce, compte tenu du fait que les Grecs ne sont pas prêts à accepter toutes les mesures d'austérité indispensables, déjà pour boucler le budget de l'année, mais aussi pour faire face aux 100 milliards de dettes qui leur restent. Donc une situation techniquement très difficile, politiquement explosive. Le peuple grec n'en veut pas. Dans une république grecque dont on peut s'inquiéter, que les mécanismes fondamentaux ne marchent pas. Apparemment, l'impôt n'est plus correctement levé en Grèce, puisque les déclarations sont maintenant très très sous-estimées. Elles l'étaient déjà avant, mais là, le marché du cash est réapparu et on est dans une économie qui n'est plus très maîtrisée. Donc une vraie crise qui réapparaît au lendemain des présidentielles comme l'actualité qui s'impose. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Alors vous avez dit que c'est une question aussi politique, puisque l'Europe c'est un choix politique, mais jusqu'à quand le politique peut-il se heurter à un principe de réalité éventuel, qui est que peut-être qu'une sortie de l'euro sera envisageable, est déjà envisagée, et que la défaillance de la Grèce est une question de jours, de mois, et que ça sera l'une des issues. Là, vous nous faites un constat d'échec, mais quelles sont les solutions s'il n'y a pas cette sortie de l'euro? Quelles sont les solutions? Les solutions, c'est que les Européens s'engagent encore plus donc payer pour davantage. Soutenir la Grèce. Alors, en cas de défaillance de la Grèce, le risque, c'est l'Irlande, le Portugal et l'Espagne, qui sont les pays qui ont aussi fait l'objet, comme la Grèce, d'un plan d'aide pour lequel nous avons, la France aussi, inscrit dans notre budget un prêt. Est-ce que ces pays-là, voyant que la Grèce ne prend pas les mesures nécessaires pour arriver à un budget équilibré, à une économie plus saine,
accepteront de faire l'effort. Nous voyons tous à la télé les manifestations des Espagnols en particulier. Donc c'est un risque de propagation qui est devant nous. L'Espagne, ce n'est pas la Grèce, c'est beaucoup plus grand. Le PNB est beaucoup plus important. Et là, on peut estimer que les pays européens ne sont pas en capacité de reprendre la dette espagnole. Enfin, vous connaissez parfaitement la position allemande. Les Allemands, pour l'instant, n'ont pas souhaité complètement mutualiser, en tout cas maîtriser les montants de la dette mutualisée de l'Europe. Prendre des positions trop fortes vis-à-vis de la Grèce, c'est de fait accepter l'idée qu'une dette nationale devient une dette mutualisée, dont chaque pays européen est co-responsable. Quand on voit le très faible contrôle par les institutions européennes des budgets nationaux, on l'a vécu sur la Grèce, voilà, on peut être inquiet, c'est un peu un engagement sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc une situation financière, franchement, totalement inédite en Europe. Est-ce que vous estimez que la position allemande doit être la position française ? Je pense que la position allemande, on est tous très imprégnés dans nos positions politiques, dans des moments historiques, de notre histoire. Les Allemands, évidemment, ont en tête la crise de 29 et sont très inquiets que leur monnaie, qui désormais est la monnaie européenne, perde sa crédibilité et sa valeur. C'est pour cela qu'ils sont très prudents vis-à-vis de la Grèce. C'est pour cela qu'ils sont très prudents vis-à-vis des eurobonds, qui est le même mécanisme. C'est s'endetter à l'échelle de l'Europe, souhaité par François Hollande, mais qui est le même mécanisme, c'est-à-dire s'endetter au niveau de l'Europe, mais mutualiser le risque, puisque l'argent irait à l'ensemble des États européens, en l'absence de contrôle économique réel par l'Union européenne. Donc je pense qu'entre cette grande réserve allemande et le souhait des Français, mais aussi d'autres États européens, d'une réponse à la crise, il va falloir construire une solution, mais d'un côté très keynésien, la proposition de François Hollande est très relance facile et à court terme. Les Allemands sont d'accord pour une relance, mais plutôt une sorte de plan Marshall, c'est-à-dire quelque chose de très structurant, des investissements durables. Ils ont évoqué la formation, c'est intéressant, la formation professionnelle dans les infrastructures, exigeant quand même une restructuration des budgets de chaque État. Alors, on va avancer un peu avec Marie Lamoureux pour la Croix. Justement, sur la stratégie de François Hollande, et de manière un petit peu plus générale que seulement sur la Grèce, est-ce qu'il y a une autre manière de faire que d'essayer effectivement d'amender le traité et est-ce que finalement qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie si on laisse un petit peu de côté les débats purement politiciens pour être dans une dynamique de croissance? Alors, la modification du traité, pour moi, aujourd'hui, c'est surtout un sujet diplomatique. C'est comment faire en sorte que personne ne perde la face. Si un traité avait créé de l'emploi, ça se saurait. Je me permets de rappeler qu'il y a un traité qui s'appelle le traité de Lisbonne, qui prévoyait de la relance économique et de la création d'emplois en Europe. Voilà, ça n'a pas bien marché. D'ailleurs, les autorités publiques ne créent pas de l'emploi directement, elles créent les conditions favorables à l'emploi. Et c'est cela dont il faut se préoccuper aujourd'hui. Alors, quelle stratégie, notamment pour le budget de l'Union européenne, ou peut-être pour ses outils, comme la Banque européenne de l'investissement, quel financement mettre en route, pour quel type d'investissement, à l'image du grand emprunt que nous avons réalisé en France, et qui actuellement finance des lignes de TGV, il y en a 4 en travaux actuellement, qui financent de la recherche comme jamais, qui financent les universités, qui ont pu, grâce à cet emprunt, se structurer. Mais c'est cette solution européenne qu'il va falloir construire. Je pense qu'il est beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide, d'investir sur quelque chose qui portera des fruits sur le long terme, mais d'assainir nos budgets publics. La France en est un bel exemple. Nous dépensons 360 milliards d'euros chaque année et nous étions très contents du déficit limité à 5,1%, mais ça fait quand même 72 milliards d'euros de déficit, c'est-à-dire une augmentation du stock de dette de la France. On ne peut pas continuer à pousser la boule de neige, chaque pays devant soi. À un moment donné, il y a une vraie restructuration à faire. Et si elle est à l'échelle européenne, elle peut avoir une efficacité démultipliée, mais ce sera des choix difficiles et douloureux.
Benjamin Rosier, RCF. Alors François Hollande, hier soir, parle de mettre tout sur la table lors du sommet informel du 23 mai, avec Mme Merkel et les autres États membres. Moi, je voudrais que vous nous précisiez quelles sont les divergences. Parce que hier, il parlait de convergence, de points possibles d'accord, mais les réelles divergences derrière le mot croissance entre Mme Merkel et M. Hollande. Alors la divergence, c'est sur le timing et les outils de cette relance, de cette facilitation de la croissance. Donc la proposition socialiste, telle qu'elle figurait dans le programme, c'était plutôt d'ordre budgétaire. Créer des emplois, faciliter des investissements directs, et donc par la dette, et notamment les eurobonds, financer tout de suite des dépenses rapides pour redresser le marché de l'emploi. Madame Merkel exige d'assainir structurellement les budgets des États européens, ce qui signifie des économies fortes, comme l'Allemagne de Schröder. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. L'Allemagne gouvernée par un social-démocrate l'a fait il y a une dizaine d'années. Alors ce qui est intéressant politiquement, c'est que ça a mis 8 ou 9 ans pour qu'on se rende compte des fruits de cette politique. En politique, il y a un sujet aussi de calendrier. Donc c'est une décision politique coûteuse qu'avait prise à l'époque M. Schröder, mais qui est la seule qui est vertueuse à long terme. Réduire les dépenses publiques. On est aujourd'hui en train de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et puis investir sur ce qui rapporte, c'est la réindustrialisation, aider les entreprises qui investissent, c'est créer des infrastructures de transport, de logistique qui facilitent l'emploi, c'est investir fortement dans la formation. Et c'est vrai que le modèle de formation par alternance allemand, on voit bien qu'il fonctionne pour les jeunes beaucoup mieux que les modèles des pays latins. En Espagne et en France, des taux de chômage des jeunes records. C'est vrai qu'en Alsace, nous vivons ça. Nous avons une formation professionnelle plus développée que dans le reste de la France. C'est un formidable sas vers l'emploi. Les jeunes qui sont formés par l'alternance trouvent un CDI à 80%. Pour 80% d'entre eux à l'issue de leur formation, contre 50% pour les diplômés de l'enseignement supérieur. On voit bien que c'est une entrée sur le marché du travail qui est beaucoup plus efficace, et on voit bien pourquoi. Parce que le jeune, il est déjà dans l'entreprise, et il s'y est adapté, il a fait ses armes, il a été mobilisé, aussi motivé par l'entreprise, ce qui conduit l'entreprise à le garder, constatant son énergie, sa créativité. C'est du gagnant-gagnant des deux côtés. C'est, de ce point de vue-là, un élément du modèle allemand qui est très intéressant. L'Allemagne défend aussi beaucoup la compétitivité, notamment les fameuses réformes structurelles, marché de l'emploi, etc. Est-ce que là-dessus, on ne va pas assister justement à la plus grande passe d'armes entre François Hollande et Mme Merkel ? Alors le sujet du marché de l'emploi, des rigidités françaises sur le marché de l'emploi, c'est vrai que j'ai vu que Mme Merkel l'a mis sur la table énergiquement. Monsieur Schäuble, son ministre des Finances, l'a répété. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, nous voyons nos entreprises réduire systématiquement leurs effectifs. Il n'y a plus d'embauche, même en cas de contrat, quand les affaires vont bien, de peur de ne pas pouvoir ajuster à la baisse le nombre de salariés s'il y avait un coup dur. Et ça, c'est très pénalisant. Trouver un bon équilibre entre la protection des salariés et une souplesse pour que l'entreprise puisse être plus réactive en fonction de la conjoncture. Nous, on le vit à côté en Suisse. C'est très impressionnant. Le droit du travail est plus souple, la possibilité de licencier. Mais en fait, on retrouve un boulot beaucoup plus facilement. Donc finalement, les salariés s'en sortent beaucoup mieux parce qu'ils sont de temps en temps sans travail, mais dans une dynamique du marché de l'emploi qui ne crée pas d'inquiétude. Et entre-temps, ils ont les indemnités de chômage. Et dans une dynamique du coup des entreprises qui peuvent compter sur eux, les niveaux de salaire sont plus élevés que du côté français. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Il y avait eu un sondage il y a quelques années qui avait montré que les régions limitrophes de la Suisse, les populations qui habitaient ces régions, pour une très grande part de la population, à peu près la moitié serait favorable à l'idée de rejoindre la Suisse. Ça concernait le Vorarlberg autrichien, les régions de l'Italie, même le sud de l'Allemagne. Vous qui êtes en Alsace, avec aujourd'hui la souplesse normalement du système européen qui met l'accent sur les régions, est-ce que l'idée qu'un jour, je ne sais pas, il y a un référendum en Alsace pour savoir s'il faut se rattacher à l'Allemagne ou à la Suisse, est-ce que ce serait une idée pertinente ? Écoutez, le projet pour l'instant porté par le président de la région Alsace, Philippe Richert, c'est de constituer un conseil d'Alsace, c'est-à-dire une collectivité qui en remplace 3. Région,
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin regrouper une seule collectivité, mieux organisée, avec des synergies, des économies, et puis une visibilité. Hein, l'Alsace, comme la Bretagne, comme la Savoie, c'est des régions à la personnalité forte. Pour le rattachement à l'Allemagne ou à la Suisse, franchement, je ne crois pas. Bon, ils nous ont donné Mulhouse il y a un bon siècle. Bon, c'était plutôt dans l'autre sens. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a une idée que l'Alsace, en Allemagne, par exemple, la Bavière pourrait très bien se séparer de l'Allemagne économiquement. Elle en a tout à fait la possibilité. Est-ce qu'il y a l'idée, économiquement ou même dans les têtes, qu'un jour, les régions pourraient vivre leur destin seules? Oh non, il n'y a pas de souhait d'autonomie. L'Alsace appartient par le cœur, hein, clairement à la France. Par contre, le fait d'être voisin de l'Allemagne, du Bade-Wurtemberg et de la Suisse nous conduit à comparer tout le temps. Et c'est vrai qu'on voit d'autres équilibres. On l'évoquait à l'instant. Un marché du travail organisé différemment, des salariés mieux payés et des entreprises qui se développent mieux. Il y a même un endroit qui est l'aéroport de Mulhouse où un droit en fait s'est développé au cours du temps, un droit très particulier qui est franco-suisse, de fait, parce qu'en fait côté suisse, à Bâle, il n'y a pas de terrain. Donc des entreprises suisses se sont développées là et appliquaient jusqu'à récemment un droit du travail quasiment suisse. Et les entreprises étaient florissantes. Donc des solutions ont été trouvées juridiquement, mais c'est très compliqué pour leur garder une certaine souplesse et pour qu'elles puissent, dans la sérénité, continuer à développer leurs activités. Donc non, l'Alsace ne veut pas devenir allemande ou suisse. Vraiment, je ne crois pas. C'est très marginal. Mais c'est vraiment... Voilà, une source de stimulation et puis d'interrogation. Enfin, vous nous dites que du point de vue des entreprises qui se sont installées près de l'aéroport de Mulhouse, il y a une sorte d'exception. Il y a une exception de fait. Un peu comme la directive Bolkestein, mais un petit peu à l'envers. Mais si je peux me permettre, qui doit être pour nous une source d'interrogation, parce que j'avais fait un travail sur l'ensemble des zones frontalières françaises, frontières franco-belges, franco-espagnoles, etc. Et s'il y a 20 ans, il y avait un relatif équilibre entre ceux qui venaient de l'extérieur, qui venaient travailler en France, et les Français qui travaillaient de l'autre côté, en 20 ans, tout s'est inversé. Il y a 300 000 Français qui, tous les matins, traversent la frontière, 100 000 rien qu'à la frontière du Luxembourg, 100 000 rien qu'à la frontière avec la Suisse. L'avantage compétitif est systématiquement maintenant de l'autre côté de la frontière. Donc ça doit nous interpeller sur la capacité des entreprises françaises à être compétitives et pas seulement aux frontières. Parce que c'est la révélation de ce qui se passe France entière. Fabienne Keller, nous allons marquer une seconde pause dans cette émission. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Notre invitée aujourd'hui, Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin. Elle est interrogée par Marine Lamoureux pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Alors Fabienne Keller, on avait déjà évoqué au début ces questions de laïcité. Je voudrais qu'on y revienne puisque c'est particulièrement dans l'actualité avec l'une des propositions de François Hollande qui est d'intégrer dans la Constitution cette fameuse loi de 1905 qui régit, on le sait, les rapports entre les églises et l'État. Alors vous avez une particularité que tout le monde en France ne connaît pas, c'est cette particularité du concordat qui régit, elle, ces relations entre l'Alsace, en Alsace et en Moselle et qui date bien entendu de Napoléon. C'est un concordat qui provoque donc un statut particulier. Mais vous avez proposé une piste de recherche sur laquelle je voudrais que l'on revienne quand vous avez dit que certains de ces outils, j'entends ce concordat, peuvent constituer des réponses efficaces à des problèmes rencontrés dans l'ensemble de la France. Autrement dit, là ce serait une question intéressante pour nous, vous n'allez pas proposer de généraliser le concordat à la France entière. Ça, c'est un petit peu audacieux et peut-être un peu prématuré, mais le concordat nous permet de vivre des relations entre les institutions de la République, la préfecture, qui a un service des cultes, comme le ministère de l'Intérieur, et les différentes religions qui sont présentes en Alsace, puisque l'État finance les responsables des cultes, les prêtres, les pasteurs, les rabbins. Et pas les imams, parce que l'islam ne figure pas dans ce concordat. C'est quand même un vrai problème aujourd'hui. C'est un vrai problème, c'est vrai. Et ça ne prend pas en compte cette nouvelle réalité sur notre territoire, comme elle ne prend pas en compte les orthodoxes ou d'autres religions présentes. Mais cela garantit, si vous voulez, des droits et des obligations. Et c'est très intéressant, au lieu de nier la présence des religions, de considérer que ça fait partie uniquement de la sphère privée, que ce soit pris en compte comme un élément constitutif de la société, dans ce dialogue entre la République et ses représentants, et les religions. Donc régulièrement, comme élu, moi-même, je suis invitée à des offices pour, par exemple, la journée de la déportation, le dernier dimanche d'avril.
il y a des cultes où sont dites des prières à la synagogue, à la cathédrale de Strasbourg, pour la France. Mais sur quel point C'est un mode de relation qui, je trouve, est intéressant parce qu'elle garantit une connaissance Mais mutuelle. Fabienne Keller, sur quel point ce concordat pourrait proposer une mesure qui pourrait être applicable à l'ensemble de la France? On pense beaucoup souvent au financement des lieux de culte. Alors, bien On sûr. sait qu'il existe une grande mosquée à Strasbourg qui a été financée, notamment, je suppose, grâce à ce concordat, en partie par de l'argent qui provient des collectivités locales. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui pourrait être élargie, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le régime justement de la loi de 1905 ne prévoit pas ce financement direct des lieux de culte? Alors en fait, il y a la loi de 1905 et le concordat, et puis leur pratique. J'avais fait une rencontre sur ce sujet avec des professeurs spécialistes qui nous ont bien montré comment, en un siècle ou en 2 siècles pour le concordat, la pratique s'était adaptée. Hors zone de concordat, ce sont des associations qui financent souvent la réhabilitation des églises ou des synagogues. Ce financement pourrait être attaqué si les premiers articles de la loi de 1905 étaient inscrits dans la Constitution. Donc au-delà du concordat, la proposition de François Hollande. Oui. La mise en œuvre de la proposition de François Hollande pourrait fragiliser le financement des cultes aujourd'hui. Alors, en quoi l'expérience d'Alsace-Moselle pourrait être utile pour le reste de la France? Par cette forme de relation entre les institutions, les élus et les représentants des cultes, on se connaît. On est tous acteurs aussi d'une société. Chaque culte développe des activités d'attention aux plus fragiles, des activités sociales, des activités de jeunesse, qui sont à prendre en compte aussi dans l'espace public. Pour le financement, il y a le financement des responsables des cultes, mais il y a aussi le financement des lieux de culte. Et j'ai eu l'honneur de poser la pierre de la grande mosquée de Strasbourg en 2005, dans la Concorde, c'est-à-dire tous les autres cultes étaient présents et d'accord, et il n'y a pas eu de manifestation extrémiste, il y a eu énormément de discussions avec les musulmans bien sûr, mais aussi avec tous les représentants des religions et toutes les forces vives de la ville, y compris celles qui n'étaient pas forcément a priori favorables. Et le fait de financer la mosquée crée un lien entre la ville, le département et la région, Adrien Zeller, Philippe Richert, qui ont aussi financé la mosquée, et l'association de gestion de la mosquée. Ainsi, voilà, c'est pas un culte qu'on ne connaît pas et qui se développe par des prières de rue, comme on le présente trop souvent. C'est une grande religion qui installe un lieu de culte central pour que les musulmans de Strasbourg puissent avoir un lieu digne pour prier. Et tout l'enjeu, pour moi, c'est que ce soit les musulmans de Strasbourg qui gèrent ce lieu, dans leur vie communautaire, dans leur choix, mais le choix de ceux qui ont décidé de vivre ensemble et de participer à la société. Benjamin Rosier, RCF. Diriez-vous que la pratique de la laïcité actuelle hors zone concordataire ne permet pas une laïcité apaisée, et notamment avec l'émergence de l'islam comme deuxième religion en France ces dernières décennies? Oui, je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire. Ça ne permet pas une pratique apaisée. Qu'est-ce qui crée ces tensions dans la pratique non concordataire de la laïcité? Ce que je vis, ce qu'on vit un peu aussi à Strasbourg, mais moins fortement, c'est le culte musulman, ça a un siècle à peu près de présence sur notre territoire, pour des raisons historiques. Voilà, ils n'ont pas construit en même temps que les cultes plus anciennement représentés sur notre territoire des lieux. Le résultat, c'est que leur souhait de pratique a plutôt progressé sur la dernière décennie, et le fait de se réunir dans des lieux inadaptés, parfois voilà, d'anciens hangars, mais parfois la rue aussi, donne le sentiment d'un refus de prise en compte par la France de la réalité de cette religion. C'est pour ça que moi j'étais très favorable à la proposition de Benoît Apparu, qui était de faire une loi exceptionnelle, peut-être par exemple pour 10 ans, et de dire l'État français a le droit de financer le culte musulman, les lieux de culte, pendant 10 ans, pour rattraper ce retard historique. Et puis une fois que, voilà, la plupart des communautés organisées ont un lieu apaisé et digne, on n'a plus le souci. Ne pas le gérer, c'est ouvrir une voie large aux plus radicaux, aux plus extrémistes, qui prennent argument des réunions dans des lieux glauques ou à l'extérieur pour dire « regardez comment on nous traite, on nous rejette ». Donc tendre la main vers les plus modérés, ceux qui s'organisent, ceux qui souhaitent
participer à la France, je pense que c'est la voie la plus ouverte et la plus constructive pour la société française. Je pense que ça suppose beaucoup de dialogue et beaucoup de débats. Et donc j'ai fait une proposition. Tous les premiers dimanches de septembre, en Europe, il y a la journée de la culture juive. Nous la pratiquons beaucoup en Alsace. Ça donne lieu à des visites de synagogues, de lieux de culte et une meilleure compréhension du culte juif. Je pense qu'il y a la place pour un lieu des cultures religieuses, une journée des cultures religieuses où on permettrait à ceux qui ne la connaissent pas de découvrir les églises, les traditions catholiques, de leur redonner du sens. C'est aussi une connaissance qui se perd terriblement. Et puis pour les musulmans, pour les juifs, pour les protestants, voilà, assurer cette ouverture et cette connaissance culturelle et culturelle à la fois pour qu'il y ait de la compréhension. Et donc, quand il y a compréhension, il y a dialogue et il y a respect de l'autre. Et il y a surtout marginalisation des pratiques extrêmes. Il ne faut pas se voiler la face. C'est le danger pour le culte musulman aujourd'hui, que ce soit des extrémistes, c'est ce qu'on voit dans les pays arabes aujourd'hui, un an après la révolution arabe, c'est que les extrémistes aient la main et qu'on leur donne des arguments pour cela. On va avancer un petit peu. C'est Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Il n'est pas sûr qu'une installation publique, j'allais dire, de l'islam officiel ne favorise pas non plus les extrémistes. Ça, c'est une hypothèse que vous faites. Je voudrais simplement... La notion de retard historique est intéressante. Malheureusement, on n'a pas forcément le temps de débattre ce sujet-là. Mais le rapport de force ne s'est-il pas quand même inversé, Fabienne Keller? Parce que la laïcité, aujourd'hui, semble plutôt protéger les religions qui se trouvent peut-être instituées, peut-être historiquement plus présentes que l'islam. La laïcité les protège, alors qu'un statut concordataire étendu à l'ensemble du territoire reviendrait à diffuser l'islam sur le territoire et la financer avec les deniers publics. Je crois qu'il est... Et vu le nombre que ça représente, vous donneriez un poids considérable. L'islam est présent sur le territoire, des personnes souhaitent le pratiquer. Nier le souhait d'avoir des lieux où on se retrouve, c'est ouvrir la voie à des financements extérieurs. Pour ma part, quand j'ai posé la première pierre de la Grande Mosquée de Strasbourg, j'avais mis une condition qui n'était pas de financement étranger. Malheureusement, mon successeur a réouvert cette possibilité et des millions d'euros viennent de pays très éloignés. Quelqu'un qui paye, il a en général une exigence. Elle n'est pas connue aujourd'hui, elle n'est pas transparente. C'est la question des lieux du financement des lieux de culte aussi, hors Alsace-Moselle. On ne sait pas d'où vient l'argent pour ceux qui se construisent. C'est donc accepter l'idée que quelqu'un venu d'ailleurs peut prendre le contrôle sur un lieu qui va accueillir des personnes, souvent de nationalité française, très régulièrement dans le cadre de leur culte. Je pense que le choix, il est entre les deux solutions. Soit la République... Le pape nomme les évêques. Le pape nomme les évêques et le pape est ailleurs. La notion d'extraterritorialité, elle existe aussi dans la religion catholique, par exemple. C'était un conflit très récurrent dans l'histoire. Dans une religion qui est très organisée et qui a une hiérarchie. Ce n'est pas le cas du culte musulman. Les imams sont choisis par chaque communauté. On est dans un système beaucoup plus diffus aujourd'hui. Une des contreparties qui pourrait être posée, c'est par exemple que les imams soient des personnes formées à un certain niveau, comme cela est exigé aujourd'hui. Il y a des formations à Paris et à Strasbourg. Voilà. Dans le cadre du Concordat, ne sont financés les prêtres, pasteurs et rabbins que s'ils ont le niveau requis à l'université en théologie. L'exigence d'un niveau de formation des imams pourrait en être la contrepartie. Donc en fait leur intégration dans le système de formation français. Donc la question c'est est-ce qu'on veut un islam qui est présent, qui est relié aux institutions de la France, éducative, républicaine, ou est-ce qu'on on applique un principe de laïcité, on le laisse se développer sans lien? Je pense que notre expérience concordataire, partiellement élargie à d'autres cultes, montre que c'est plutôt plus fructueux, plus respectueux, plus apaisé quand on reconnaît l'existence des cultes dans la sphère publique. Par exemple, vous seriez favorable à ce que les diplômes de théologie soient reconnus aujourd'hui, à l'échelle nationale? Des facultés de théologie, c'est le cas pour vous. Mais... À Strasbourg, nous avons donc des diplômes de théologie catholiques et protestants. François Hollande veut remettre en cause ce système. Ouvrons ce débat, mais n'en faisons pas un débat trop idéologique tel qu'il a été caricatural pendant la présidentielle, mais regardons l'expérience de cette laïcité apaisée, j'ai envie de dire, que nous vivons
en Alsace-Moselle, il y a une histoire. Vous savez, sur un tout autre sujet, les faillites personnelles, Jean-Louis Borloo est venu voir comment ça marchait en Alsace-Moselle et il a dit « Tiens, c'est intéressant ». Et finalement, la loi française s'en est inspirée. Ce n'est pas une histoire alsacienne, je pense que c'est juste une autre expérience, un autre vécu qui vaut la peine d'être partagé pour voir si oui ou non, cela peut représenter une solution. Mais pour ma part, je voudrais affirmer que la laïcité dure, c'est-à-dire refuser dans l'organisation de la nation l'existence des religions, je pense que ce serait perdre des forces, des énergies, des engagements et nier une réalité. Ce serait donc une perte pour la France. Alors, il y a bien sûr d'autres thèmes d'actualité et je passe la parole à Marine Lamoureux pour la Croix. Un tout autre sujet, celui de l'égalité homme-femme. Ça a été un sujet assez important dans la campagne, finalement. Avec aussi la formation de gouvernement que nous ne connaissons pas. Oui, alors j'étais plus sur un... il nous reste pas énormément de temps, j'étais plus sur un terrain sociétal et notamment l'égalité homme-femme au niveau économique et des responsabilités dans les entreprises. On est à 6 ou 7 lois, je crois, pour essayer d'arriver à cette égalité. Visiblement, du point de vue juridique, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire et vous, qui êtes une femme en politique, une femme sur le terrain, qu'est-ce qui vous semble prioritaire ? Il faut que les hommes se passionnent pour le sujet. C'est un sujet de société. Hein. Donc c'est chacun qui peut agir là où il est. Moi, je peux vous dire, donc j'étais en charge de la ville et de la communauté urbaine. Quand j'arrive, il y a sur une centaine de chefs de service, il y a 20 femmes. J'ai fait passer ce nombre à 40. Mais il a fallu les chercher une à une. Parce que les femmes ont une autre relation au pouvoir. Hein. Elles n'osent pas être candidates à un poste, elles pensent ne pas avoir les compétences, elles attendent d'être recherchées. Là où vous aurez 5 hommes, pas compétents particulièrement, mais sûr d'avoir le gabarit, et vous l'expliquant avec énergie. Donc c'est chacun là où il est qui peut encourager des femmes à prendre des responsabilités. Je pense que c'est important. Que la diversité soit représentée, hommes, femmes, personnes de différentes origines, de différentes expériences, dans toutes les organisations. Et c'est quelque part la loi qui peut forcer un petit peu, mais qui ne peut pas changer les mentalités. Parce que dans ce que vous dites, il y a une forme d'autocensure quelque part, ou en tout cas de dévalorisation des femmes qui, vous en parlez dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère économique, à partir du moment où les tâches sont assez mal réparties ou mal équilibrées entre hommes et femmes, on conçoit difficilement que cette égalité dans la sphère politique, économique avance. Vous avez absolument raison. Ce sujet de la répartition des tâches familiales fait qu'on voit chez les jeunes femmes aujourd'hui, même très diplômées, une inflexion dans leur carrière. Hein. On voit une séparation entre les hommes et les femmes autour de 35 ans. C'est en fait les enfants qui arrivent et le choix en général fait par la femme de refuser certains postes nécessitant trop de déplacements, trop de contraintes horaires. Et quelque part, c'est un choix que les femmes font souvent elles-mêmes, hein, par souci d'équilibre de la famille aussi. Donc on ne peut pas trop leur reprocher. Donc c'est tous les sujets qu'il faut ouvrir à la fois. L'équilibre des tâches à la maison, la prise en compte dans l'entreprise ou dans l'administration. Puisque même dans l'administration, où techniquement l'égalité parfaite est assurée, au plus haut niveau de la hiérarchie, les hommes sont très dominants aussi. Donc c'est un beau sujet qu'on peut élargir à la diversité. Je pense que l'exemplarité joue aussi. Il faut des femmes qui ouvrent des portes. Moi, j'ai beaucoup profité de la génération d'avant, qui avait un peu forcé l'histoire et réussi à se battre. Je suis très inquiète de voir la jeune génération peut-être moins ambitieuse en termes d'égalité, moins exigeante, moins battante. Donc je les encourage à exiger que les femmes soient Alors un beau sujet, il y avait d'autres beaux sujets. Malheureusement, le temps tourne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission s'achève. Si vous voulez la revoir, vous qui êtes fidèles à Face aux Chrétiens, vous pouvez le faire sur les sites respectifs de Radio Notre-Dame, de RCF, de La Croix, bien entendu aussi de KTO. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à bientôt.